Bonjour à chacune et à chacun. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un intervenant particulier. Nous avons déjà discuté avec Xavier lors d'autres cours, mais aujourd'hui c'est comme un intervenant un peu extraordinaire puisque nous allons étudier l'éthique de l'art. Et Xavier est un artiste, un artiste diplômé, un musicien diplômé donc de l'IMEP. Et voilà, qui va pouvoir nous faire part de son expérience et de ses connaissances en matière d'art pour nous aider à réfléchir sur ce domaine, le dernier des 5 domaines d'éthique appliquée que nous allons étudier ou découvrir durant notre cours, l'éthique de l'art. Domaine peu étudié. Il n'y a pas, comme pour les autres domaines, bioéthique, éthique de l'environnement, éthique des affaires, éthique des sciences et technologies, véritablement de nom pour cette éthique de l'art, dans le sens où pour les autres domaines, il y a véritablement un nom estampillé comme un label, et on a des revues d'éthique de l'environnement, d'éthique des affaires, etc. C'est un sujet reconnu à part entière. Tandis que pour l'éthique de l'art, il y a pratiquement rien. Il y a très peu de choses publiées et le domaine de l'éthique de l'art n'a pas de nom reconnu. Il n'y a pas de nombreuses publications qui touchent à ce domaine comme étant un domaine véritablement labellisé avec un nom estampillé, reconnu dans la communauté philosophique. C'est un domaine à peu près non étudié dans la philosophie contemporaine. Il n'y a pas de secteur de recherche nommé éthique de l'art, à la différence des autres secteurs de recherche nommés éthique des affaires ou bioéthique. On a vu que la bioéthique a connu un succès faramineux. En quelques années, elle est passée de la non-existence à un domaine étudié qui fait l'objet d'encyclopédies en plusieurs volumes. Ce n'est pas le cas pour l'éthique de l'art. Pourtant, l'art semble ne pas être dépourvu de dimension éthique. Régulièrement, on a des débats sur l'éthique de l'art, ou l'éthique dans l'art. Peut-on faire des caricatures de Mahomet? Peut-on décerner un prix, une palme d'or, un Oscar, un César à un réalisateur qui par ailleurs a été condamné pour des abus sexuels? Il y a bien des questions qui se posent en matière d'éthique de l'art. Avant d'aborder ces questions, faisons un petit parcours historique et voyons comment on a compris l'art dans la philosophie. Nous allons donc ici faire un peu de philosophie de l'art qui, elle, est un domaine de recherche, un secteur de recherche et d'enseignement bien reconnu. Faisons ce parcours de philosophie de l'art ou d'anthropologie philosophique portant sur l'art. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, l'art est assez globalement considéré comme inférieur, désolé Xavier, aux autres activités telles que la philosophie, les sciences, l'art militaire, qui sont considérés comme plus nobles. Platon, dans le Phèdre, distingue 9 degrés de perfection des activités humaines. Il y a au-dessus de l'échelle le philosophe, le chef politique, et le roi, le guerrier, le financier, les médecins, les hygiénistes, les devins, et puis finalement en 6e position, les peintres et les poètes. Devant tout de même les agriculteurs, les artisans, les sophistes, et en dernière position les tyrans. Aristote écrit « Mais nous considérons comme de vils artisans
isolés, les musiciens. Cette pratique n'est pas digne d'un homme de bien, écrit Aristote. C'est dire si, dans l'Antiquité, les philosophes déconsidéraient l'art. Et dans la culture ancienne, il y avait une sorte de hiérarchisation des différents types d'art, en outre, en fonction de la distinction entre l'intellectuel et le matériel. Les arts intellectuels étaient ceux qui utilisaient la langue, tels que la poésie, la rhétorique, les lettres en général, et les arts matériels étaient ceux qui utilisaient davantage la matière, comme la sculpture, la peinture, ou encore la danse et la musique, qui étaient moins bien considérés que les arts dits plus intellectuels. Cette vision des choses a dominé dans le monde ancien, et ce n'est qu'à la Renaissance, heureusement, Xavier, que s'est amorcé le mouvement qui allait faire accéder l'art en général, et les arts mécaniques ou inférieurs en particulier, dans la vision ancienne, à une plus grande reconnaissance sociale. Une autre raison de l'infériorité de l'art dans le monde ancien est la théorie de l'imitation, dont la paternité a été attribuée plus ou moins justement à Platon et Aristote. Selon cette théorie, l'art est essentiellement imitation de la nature, de la création. Or, l'original est toujours supérieur à son imitation. Dès lors, la nature, la création est supérieure à l'œuvre d'art, qui est inférieure à elle. D'autant que la nature que l'on cherche à imiter est l'œuvre, considère plus d'un, d'une intelligence divine, donc parfaite. Donc les copies artistiques de cette nature, œuvre d'une intelligence divine, sont bien inférieures à l'original. Si la nature ou le monde sont parfaits, il faut les imiter, même si c'est imparfaitement, et il y a donc des règles, des canons pour les imiter. La liberté de l'artiste est dans cette perspective fort limitée. Ces règles, inspirées par l'idée que le beau est l'ordre, la symétrie, l'équilibre des proportions, la clarté, la simplicité, la totalité, la complétude, l'unité, ces règles vont dominer dans l'art longtemps. Ainsi, par exemple en théâtre, on plaidera pour la règle de l'unité de temps et d'espace, la règle de l'unité d'action. Dans les autres secteurs, on aura d'autres dogmes. Il y aura en poésie les règles de la versification et de la rime, la structure du sonnet, bien structurée, avec des alexandrins, bien rythmés. En peinture, les lois de la perspective, le dessin du contour des objets. Il y aura toute une série de règles bien établies. En musique, on aura la structure bien établie de la sonate, par exemple. Autant de règles qui permettront à l'artiste de se rapprocher de cet idéal de beauté que l'on retrouve dans la nature, qui est un idéal d'ordre et de symétrie. Dans l'art prémoderne, on était donc assujetti à une autorité extérieure, et l'artiste ne jouissait pas de l'autonomie qu'il connaît maintenant. Il devait en outre respecter les diktats des divers pouvoirs qui étaient attentifs à contrôler l'art, pouvoir politique, pouvoir religieux, aristocratique, qui finançaient la plupart du temps les artistes. Mozart, notamment, n'a pas pu jouir de l'autonomie dont il rêvait. Ce fut le cas de Beethoven, qui fut le premier, je pense,
à véritablement être un artiste indépendant qui pouvait faire un peu ce qu'il voulait, ne dépendant plus des aristocrates, des religieux, des politiques. Ceux-ci imposaient des contraintes précises aux artistes, choix du sujet, la composition, du style, etc. Avec la modernité, beaucoup de choses changent et l'art moderne est fort différent. Comme dans les domaines moraux et politiques, on assiste surtout au XVIIIe et puis surtout au XIXe, XXe siècle, déjà avant, et surtout XIXe, XXe siècle, à une grande revendication d'autonomie, de liberté artistique, et à une vaste entreprise de destruction des canons traditionnels du beau. On assiste à l'éclosion de l'art de caractère. Et dans bien des domaines, les canons anciens sont déstructurés. En peinture, les impressionnistes introduisent le flou, l'inachèvement, le trivial. Puis ce sera la marche vers la transfiguration du réel, l'expressionnisme, le symbolisme, le surréalisme, et vers la peinture abstraite ou non figurative. Au théâtre, les règles des trois unités, unité de temps, d'espace, d'action et la différence des genres, tragédie, comédie, volent en éclats. En poésie, les vers libres remplacent les sonnets. En littérature, l'automatisme prétend donner libre cours aux forces de l'inconscient en faisant fi de toute structure préétablie. En musique, la dissonance devient légitime. Tout l'ordre de l'harmonie tonale est remis en cause. Les structures traditionnelles de la symphonie ou de la sonate sont dissoutes. On voit donc qu'il y a une remise en question des canons anciens, de l'équation même art égale beauté. On quitte les canons traditionnels du beau pour dépeindre le vrai, même s'il est laid, trivial. On veut être réaliste. Or, le monde n'est pas toujours beau. Le monde est aussi plein de laideur. Combien de personnes souffrent? Combien de paysages ne sont-ils pas laids? Et il y a aussi l'inconscient que l'on veut exprimer. On veut exprimer la réalité qui se cache, parfois derrière les apparences, une réalité parfois chaotique. On veut même exprimer l'absurde. En outre, l'art atteint un statut d'égalité avec les grandes sources considérées comme des vertus de connaissance et d'expression que sont la science, la philosophie, la religion. L'art n'est plus, comme chez les anciens, considéré comme inférieur, mais petit à petit, il acquiert un statut égal à celui des autres sources de connaissance et d'expression. On voit donc que la modernité libère d'une certaine manière l'art et qu'un nouvel art, l'art moderne, naît à cette époque. Et nous sommes aujourd'hui héritiers de tout ce mouvement de libération qui s'est déployé au XIXe, XXe siècle. Qu'en est-il dès lors de la morale de cet art? On voit bien que la morale de cet art ne sera plus celle de la morale de l'art ancien. La vocation de l'art ne sera plus la même et une toute autre morale va se développer. Y a-t-il d'ailleurs une morale de cet art? Il semble qu'il y ait tout de même une morale de l'art moderne, des valeurs dans l'art moderne, deux grands devoirs, en fait, de l'artiste moderne, le devoir de sincérité et le devoir de créativité, qui sont pour ainsi dire considérés comme des vertus propres à l'artiste. Il y a tout d'abord un impératif d'authenticité.
Si l'artiste revendique l'autonomie, il ne doit pas dans son art être dominé par le souci de plaire ou de vendre, d'avoir du succès, ou par la peur de choquer. Et on peut lire un extrait de Rainer Maria Rilke, poète, qui dans ses lettres à un jeune poète, écrit ce qui doit motiver le jeune poète. On peut lire ici. Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez à moi. Vous l'avez déjà demandé à d'autres. Vous les envoyez aux revues. Vous les comparez à d'autres poèmes. Et vous vous alarmez quand certaines rédactions écartent vos essais poétiques. Désormais, puisque vous m'avez permis de vous conseiller, je vous prie de renoncer à tout cela. Votre regard est tourné vers le dehors. C'est cela surtout que maintenant vous ne devez plus faire. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide. Personne. Il n'est qu'un seul chemin. Entrez en vous-même, cherchez le besoin qui vous fait écrire. Examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur. Confessez-vous à vous-même. Mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire? Ceci surtout, demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je vraiment contraint d'écrire? Creusez en vous-même la plus profonde réponse. Si cette réponse est affirmative, si vous pouvez faire front à une aussi grave question, à cette grave question par un fort et simple « je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité. Voilà, exprimer cet impératif d'authenticité. Il ne s'agit donc pas de vouloir vendre, de vouloir plaire, mais il faut vraiment être authentique avec ce que l'on a en soi. Cet impératif d'authenticité propre à l'artiste moderne peut être rapproché de la philosophie de Charles Taylor, qui analyse dans son maître ouvrage Les sources du moi, les composantes de l'identité moderne. Je m'arrête un moment sur ce philosophe car je le trouve vraiment intéressant. Il a d'ailleurs gagné récemment le prix Ratzinger. Prix Ratzinger, donc décerné par l'Église catholique pour certains auteurs particulièrement intéressants. En 2007, plutôt, il a reçu le prix Templeton, qui récompense le progrès de recherche et de découverte dans le domaine des réalités spirituelles, sorte de prix Nobel de la religion. Et Charles Taylor, qui est né en 1931, qui est toujours vivant, s'est entre autres battu pour défendre l'idée que le fait de respecter exclusivement des points de vue laïques ne peut mener qu'à des résultats morcelés et erronés. C'est une démarche paralysante, freinante, pour la transmission de points de vue cruciaux susceptibles de venir en aide à une communauté mondiale de plus en plus exposée à des affrontements en matière de culture, de moralité, de nationalité et de religion. Selon Charles Taylor, donc, les composantes de l'identité moderne, que l'homme moderne considère comme des biens supérieurs, sont au nombre de 5. Premièrement, une société juste et démocratique. Deuxièmement, la vie ordinaire, avec l'importance du travail et de l'amour. Troisièmement, la bienveillance universelle, même à l'égard des animaux. Quatrièmement, la maîtrise de nos conditions d'existence, notamment par la science et la technologie, nous en avons parlé la fois dernière. Et cinquièmement, cette autonomie individuelle,
chaque individu doit réaliser dans sa vie une manière d'être, un parcours unique et original qui n'appartient qu'à lui. Cette autonomie individuelle est très proche de ce qu'exprime Rainer Maria Rilke dans son texte, dans sa lettre à un jeune poète, très proche de cet impératif d'authenticité qui est celui qui exprime une facette de la morale de l'artiste moderne. Le second impératif de la morale de l'artiste moderne est l'impératif de créativité. Si ce que construit l'artiste vient de sa propre personnalité, à nul autre pareil, que construit l'artiste devrait donc porter un sceau d'originalité et exprimer une vision des choses à nul autre pareil. L'artiste moderne, découvreur de formes inédites, doit être habité aussi par cette volonté d'explorer des terres inconnues dans le domaine esthétique. Comme l'écrit Milan Kundera, le romancier est un découvreur qui, tout en tâtonnant, s'efforce à dévoiler un aspect inconnu de l'existence. Il faut donc que l'artiste développe une vertu, la vertu de courage, courage de sortir des sentiers battus, d'assumer le caractère imparfait et exploratoire d'une œuvre aussi, qui implique le devoir de se renouveler, et le refus de la facilité, des trucs du métier, etc. On voit donc qu'avec la modernité, l'art a changé et la morale de l'artiste a évolué elle aussi. Elle s'est déplacée. Dans le monde ancien, l'artiste était au service du beau avec ses canons, et ce qui était bien pour lui, c'était d'exprimer la beauté du monde, de la nature, de l'œuvre du Créateur. Dans le monde moderne, la morale de l'artiste, c'est d'être libre, autonome et donc authentique, créatif. Est-ce que tu as pu voir cela dans tes études de musique? Est-ce que cela te parle? Oui. Et dans le monde évidemment, dans les études que j'ai faites, c'était d'abord des études d'interprète. Où on apprend à interpréter les œuvres, donc à aussi rentrer dans l'intention de celui qui a écrit une œuvre et de la jouer. Chose par exemple qui est fort différente dans la peinture où le peintre peint, et puis on pourrait dire l'interprète c'est celui qui la regarde. Et ici, dans la musique, il y a deux formes d'interprète, puisqu'il y a celui qui joue et celui qui écoute. Voilà, donc il y a on pourrait dire qu'il y a de la musique qui est un peu... Voilà, qui est harmonique, qui est esthétique, et puis il y a différents types d'esthétique suivant les âges. Mais après, on peut donner à un concert ou à une œuvre un caractère engagé aussi. Donc, on parlait de Polanski, c'est ça? Oui. Voilà. Sa vie personnelle et certaines choses qu'il a accomplies dans sa vie, eh bien, vont teinter ses engagements négativement ici. Voilà. Donc maintenant, on peut avoir des musiciens hyper engagés pour une cause, mais la musique qu'il va jouer, au départ, même si elle était neutre, va avoir une autre résonance, quoi. Donc il y a ça. Et sinon, dans la création musicale, alors là, on se situe au niveau des compositeurs. Donc ils ont chacun, oui, ils ont été touchés souvent par quelque chose. Par exemple, Olivier Messiaen, il était passionné d'ornithologie, par exemple. Donc, il a enregistré les chants d'oiseaux, qu'il a retranscrits en partition. Il s'est inspiré de ces chants pour composer des œuvres, avec les rythmes aussi de ces oiseaux. Et puis,
il était passionné par d'autres choses et toutes ses passions, il les a, on pourrait dire, mis en musique. Donc c'est l'expression aussi de quelque chose qu'il vivait de manière intense, et sa foi aussi. Sa foi, il l'a vraiment mise en musique. D'ailleurs, on dit de Olivier Messiaen que son œuvre est théologique. C'est la théologie musicale. Ouais, ouais. Voilà, on peut... il y a vraiment toutes sortes d'œuvres. Qui disent différentes choses. Voilà, souvent la musique contemporaine va exprimer des sentiments profonds plutôt qu'une sorte d'équilibre harmonique. Voilà. Oui, mais c'est intéressant. Donc, par exemple, chez Messiaen, on voit qu'il essaye d'imiter la nature aussi. Voilà. Donc là, on retrouve une trace de cette théorie de l'imitation. C'est pas tellement de l'imitation de la nature, parce qu'il Ouais. y a une grosse déformation. Enfin, après, ouais. le chant d'oiseau, il n'est pas mis, il est pas joué dans son jus, quoi. Il est transposé, il est retravaillé, il est changé, il est stylisé. Donc c'est pas la théorie de l'imitation, c'est vraiment un art moderne où travaille voilà. la Puis forme. alors les accords Oui. chez lui signifient aussi des choses. Par exemple, mi majeur signifie l'amour, par exemple, des choses comme ça. Donc tout ça intervient dans son œuvre, les thèmes veulent dire quelque chose. Dans les 20 regards sur l'enfant Jésus, celui qui écoute ça sans être initié va dire mais pauvre Jésus, il est déformé. Maintenant, si on comprend ce qu'il a mis derrière chaque thème et comment il les a combinés, ça parle autrement. C'est ça. Donc ça, c'est me semble-t-il, héritier de l'apport moderne, hein, où on a aussi tout un travail de la forme. Hein, il ne s'agit pas simplement de faire une sorte de photographie d'un paysage, de la nature, mais où on peut modifier. Hein, on pourrait dire que c'est une interprétation, une compréhension de peut-être ce qu'on voit entre autres dans la nature. Oui, c'est ça. Il y a tout un travail de la forme, une sorte par exemple de ce que peuvent faire par exemple les expressionnistes ou les impressionnistes devant un paysage. Ils ne vont pas simplement faire une photographie, mais ils vont retravailler un peu cette forme pour lui donner un peu un autre cachet, quoi. Et exprimer autre chose à partir de là. Tout en s'inspirant de la nature, ils retravaillent la forme. Voilà. Mais pour moi, c'est un avènement majeur dans l'histoire des arts, c'est l'avènement de la photo. Puisqu'on peut photographier le réel, et même petit à petit en couleur, eh bien alors l'artiste est affranchi de représenter le réel. Ah oui, c'est ça. Et donc il peut entrer dans une toute autre logique, peut-être même une démarche encore plus artistique. Et alors au niveau de l'harmonie, petit à petit, le système harmonique, mais ça c'est des considérations plus musicales qu'il faut un peu connaître. Mais, au 19e siècle, on arrive au bout de ce que le système harmonique peut proposer, quoi. Donc il vole en éclats. Et surtout, il y a une découverte des autres pays, des percussions par exemple. On se rend compte qu'il n'y a pas que les notes déterminées, mais on appelle les sons indéterminés, peuvent faire partie de la musique. Et étonnamment, au Moyen-Âge, où l'harmonie était moins présente, et plus la monodie, il y avait plus de percussions au Moyen-Âge, par exemple, et notamment dans la liturgie. Et puis, il y a eu l'émergence de l'harmonie vers le 14e, 15e siècle, enfin, ça commence au 12e, et jusqu'à porter le système tonal à son point ultime, et puis il craque, quoi. Avec Wagner, on est porté au point ultime du système harmonique, et quelqu'un qui fait voler ça en éclats, une œuvre majeure, c'est le Sacre du Printemps avec Stravinsky, où en 1913, où il fait voler complètement les rythmes. C'est très structuré comme œuvre, mais il y a différents rythmes superposés, ils ne sont pas réguliers, il y a des accents brutaux, des accords brutaux,
Voilà, pour exprimer le réveil du printemps avec des rites païens de la Russie ancienne. Voilà, donc et vraiment le XXe siècle musical commence avec cette œuvre-là. Ouais. On voit qu'il y a tout un changement, véritablement dans la compréhension de l'art, dans la pratique de l'art, pour d'une certaine manière, comme on peut faire des photos, hein, cette nécessité d'imiter, de reproduire la nature est moins présente. Elle était liée à toute une philosophie, même une théologie ancienne. Avec la modernité, 19e siècle, 20e siècle, on s'oriente vers un travail davantage de la forme, hein, pour exprimer différemment. Puis on est dans un univers où, en tout cas ici, tout le monde peut lire, par exemple. Ouais. En fait, c'est un changement radical de société. Il y a des photos, la musique petit à petit, elle peut se faire entendre sur des supports, indépendamment des musiciens. Tout le monde a accès à la lecture, donc on peut comprendre quelque chose non plus par image, mais en lisant. Ouais. Tout ça va changer le rapport de l'art, donc le figuratif perd son... C'est ça. Son presque complètement de son intérêt. Et son intérêt, oui. Pour justement essayer de travailler autrement les choses, exprimer autre chose avec du non figuratif. Peut-être d'autres sentiments. Et alors, un côté plus réaliste aussi, comme tu le disais en parlant de Stravinsky, là, le Sacre du printemps, exprimé par des accords brutaux, quelque chose du printemps, de cette émergence du printemps, pour essayer justement de l'exprimer de manière plus réaliste. Dans cette force, cette brutalité aussi qui peut être celle du réveil de la nature, quoi, si je comprends bien. Ou alors c'est comme avec Magritte, hein, si je me souviens bien, pour lui l'acte de peindre son idée, ça c'était plus technique qu'autre chose, mais sa vraie démarche artistique était dans l'idée. Oui, c'est ça. Une fois qu'il peignait, ce n'était que matérialiser sa démarche artistique. Oui. Ça rejoint des questions, et maintenant on va aborder davantage des questions purement liées à la morale de l'art moderne, et au lien entre l'artiste et la morale. Ça rejoint des questions, je vais ne pas les prendre dans l'ordre, elles apparaissent dans le manuel, mais plutôt continuer la discussion ici. Donc des questions liées à l'éthique de l'art contemporain. Justement, jusqu'où peut-on aller dans cette exploration de la forme et aussi dans cette exploration de la technique, et du concept artistique. L'art d'avant-garde essaye d'aller très loin, le plus loin possible, dans cette exploration des possibilités de l'art, de l'idée de ce que peut être l'art et l'expression artistique. Mais ça nous amène parfois, à force de ne plus être figuratif, à force de réfléchir à un concept, à des choses qui peuvent poser question sur le plan éthique, comme par exemple quand on prend... un artiste connu prend un urinoir, signe cet urinoir, ou bien on prend une banane, on a eu dernièrement le cas de la banane, un artiste connu cloue une banane au mur et vend cela à des dizaines de milliers d'euros. Là on a donc un concept, une idée, une sorte d'audace. Avec l'autorisation de remplacer la banane. Avec l'autorisation de remplacer la banane, oui, puisqu'elle pourrit. Jusqu'où peut-on aller et jusqu'où peut-on parler d'art véritablement, jusqu'où peut-on aller même d'un point de vue moral, parce que peut-on vendre pour des dizaines de milliers d'euros une banane? Et est-ce que les finances publiques peuvent intervenir là-dedans? Ça pose question. Ça pose question. Donc il y a des exemples ici, dans le livre, dans le manuel. Donc
La liberté d'expression de l'artiste a-t-elle des limites et jusqu'où peut-on aller dans l'expression artistique? L'art d'avant-garde. Jusqu'où peut-on aller dans, par exemple, l'expression artistique quand on parle des ready-made de Marcel Duchamp, ces objets tout faits que Duchamp s'est contenté de signer et d'exposer dans un musée, comme son célèbre urinoir, et qui remettent en cause les conventions sociales qui sous-tendent l'attribution de l'étiquette œuvre d'art à un objet. On en a un exemple ici, donc un tabouret avec une roue de vélo. Le problème de cet art voué à l'innovation est qu'il semble avoir fait le vide autour de lui. Il s'est dissocié de tout horizon culturel partagé, de tout système de référence intelligible qui permettrait au public de s'y retrouver. Et parfois ça coûte cher. Jusqu'où peut-on aller? Jean-Paul Sartre écrivait au contraire qu'il n'est donc pas vrai qu'on écrive pour soi-même, ce serait le pire échec. C'est l'effort conjugué de l'auteur et du lecteur qui fera surgir cet objet concret et imaginaire qu'est l'ouvrage de l'esprit. Il n'y a d'art que pour et par autrui. Et certains artistes d'avant-garde pensent apparemment être seuls au monde. Se foutent même un peu du monde. Jusqu'où peut-on aller? Luc Ferry qualifie, le philosophe Luc Ferry qualifie certains artistes ou certaines œuvres d'art d'originalisme. Cette conception a engendré une suite de gestes d'éclat provocateurs comme le carré blanc sur fond blanc du peintre russe Malevitch. Moi-même, je suis un artiste, donc puisque voilà. Là, donc ici. Mais il a peut-être réellement dessiné ce carré blanc sur le fond blanc. Oui, oui. Voilà, donc mais ici je vous présente mon œuvre d'art, donc une feuille blanche A4, orientée format paysage. Et je vous propose donc une vente aux enchères de cette feuille blanche. Nous commencerons à 15 000 € au profit des sanctuaires de Beaurain. Si vous voulez l'acheter, je vous l'envoie. Vous pouvez faire un don en ligne sur le site internet des sanctuaires. J'en ai tout un paquet. Ça permettra de rénover le jardin des apparitions. Ou encore, donc, le 4 minutes 33 secondes du compositeur John Cage, qui désigne la durée de 4 minutes et 33 secondes de cette œuvre musicale silencieuse au cours de laquelle un musicien reste assis au piano sans rien faire. Plus ou moins ça. Oui, plus ou moins, c'est-à-dire... S'il doit ouvrir le piano à un timing bien précis et le fermer. Ah oui, voilà. Il ouvre et il ferme le piano. En même temps, il se permet ça parce qu'il a quand même son autorité. C'est plutôt ça s'inscrit dans une démarche artistique, elle vient pas de nulle part, quoi. Oui. C'est ça aussi qu'il faut voir. Donc si on ne connaît pas John Cage et qu'on commence John Cage par 4 minutes 33, ça n'a aucun signifiant, quoi. Ouais. Donc c'est comme... oui, c'est ça. Ou c'est comme si, par exemple, il y a des compositeurs célèbres qui ont écrit des livres d'exercices qui sont pas très agréables à écouter parce que ce sont des exercices. Ouais. Ou voilà, pour instrumentistes, le but c'est des exercices, par exemple. Mais là, donc John Cage est un compositeur qui préparait ses pianos, donc il trafiquait les pianos pour obtenir des sons particuliers, etc. Donc là, il a voulu explorer le silence en soi, de voir qu'est-ce que ça fait, parce qu'il y a un public derrière. Son œuvre sans public ne marche pas. Donc un pianiste qui s'assied, qui ouvre le piano, qui pose ses mains d'une certaine manière, qui attend en regardant la partition, et puis
qui referme le piano, qui salue et qui s'en va. Mhm. Donc, cette œuvre, elle a un côté visuel aussi. Ouais. Ouais. Voilà, mais c'est plutôt là, on est dans autre chose, on est dans une sorte aussi de réflexion. Donc il y a un message, c'est une œuvre à message, il y a un message moral, une réflexion, certainement sur la valeur du silence peut-être. Oui. Voilà, c'est une question, vraiment une question que pose cet art d'avant-garde. Voilà, jusqu'où peut-on aller, jusqu'où est-ce que cela a du sens, jusqu'où peut-on financer ce genre de choses avec de l'argent public. On rejoint vraiment l'idéal d'authenticité, l'impératif d'authenticité donc de l'artiste moderne, cette vertu qu'est l'autonomie individuelle, comme étant une des grandes vertus de l'homme moderne d'après Charles Taylor. Et Charles Taylor justement revient ici dans le débat, puisque selon lui, donc parfois les artistes d'avant-garde s'éloignent des conditions qui font d'une œuvre d'art une production signifiante et enrichissante. Dans certains cas, peut-être dans le cas de l'Urinoir de Marcel Duchamp, je ne sais pas. Il critique l'accent exagéré placé sur la manière au détriment de la matière, dans l'exercice de la liberté individuelle. Et appliquée à la pratique artistique, cette analyse de Taylor signifie que ce que l'artiste gagne sur le plan d'une liberté de création totale, il risque de le payer par un approfondissement du contenu même de son œuvre. Il pourra s'enfermer dans un monde purement subjectif et autosuffisant et perdre le contact avec ces dimensions fondamentales de la vie humaine qui font que le public trouvera quelque chose d'enrichissant dans son œuvre. Point d'interrogation. Voilà, ce sont des portes ouvertes. Cela nous dirige vers un autre sujet, donc, qui fait partie du débat quand on parle d'éthique de l'art aujourd'hui, c'est l'art engagé. Donc, dans quelle mesure est-ce que l'art peut être engagé ? On a ouvert le débat tout à l'heure. Donc, les artistes peuvent-ils être en même temps engagés sur le plan moral ou même politique ? On pense par exemple à des films comme La Liste Schindler, qui est un film engagé sur le plan politique. Là, on est à l'opposé de l'art pour l'art. Quand on parle d'art engagé sur le plan politique, on est à l'opposé de l'art pour l'art, du travail de la forme artistique, de l'art artistique pour lui-même, indépendamment de toute considération autre de type moral ou politique. Ici, c'est l'art pour l'engagement social et politique. On peut penser à des auteurs comme Zola, qui se sont engagés politiquement, qui ont voulu défendre la classe ouvrière en la décrivant, en lui donnant des mots, lui donnant une voix qu'elle n'avait pas peut-être. Cela ne risque-t-il pas, disent certains, de détourner l'artiste de son rôle de créateur, justement ? Et Eugène Ionesco pose la question, ici, quand il parle de l'auteur à thèse. On peut lire la citation ici, la deuxième, Eugène Ionesco. D'une certaine façon, un auteur à thèse est un faussaire. Il mène ses personnages, par exemple, vers un but déterminé. Il leur impose une direction, il sait à l'avance ce qu'ils doivent être. Il aliène la liberté de ses propres personnages et de sa propre création. Son art n'est plus une exploration, puisqu'il est tributaire d'un domaine exploité. Ses créatures ne sont que des marionnettes. Il n'y aura plus de révélation dans ce qu'il fait, mais simplement illustration, exemplification. Tout est donné dès le départ. Voilà. C'est sévère. C'est sévère, Un autre critique, Alain Robbe-Grillet,
écrit ceci, hein, le seul engagement possible pour l'écrivain, c'est la littérature. Il n'est pas raisonnable, dès lors, de prétendre dans nos romans servir une cause politique, même une cause qui nous paraît juste, même si dans notre vie politique nous militons pour son triomphe. La vie politique nous oblige sans cesse à supposer des significations connues, signification sociale, signification historique, signification morale. L'art est plus modeste ou plus ambitieux. Pour lui, rien n'est jamais connu d'avance. Avant l'œuvre, il n'y a rien, pas de certitude, pas de thèse, pas de message. Au contraire, certains pensent que l'art a véritablement une portée morale, ou en tout cas peut en avoir une, contrairement à ce que pense Alain Robbe-Grillet. Et certains artistes s'engagent sur le plan moral. Beaucoup d'artistes contemporains donc, prennent leur distance par rapport à cela, en disant que l'art fouille seulement la réalité humaine telle qu'elle est, ou essaye de retravailler par le travail de la forme certaines conceptions du monde, etc. Mais beaucoup d'artistes modernes traitent néanmoins explicitement de dilemmes moraux ou de questions morales. Et dans bien des cas, la façon dont ils traitent ces sujets exprime très clairement leur attachement à des valeurs morales. On peut citer des exemples. J'ai parlé de la liste Schindler. On peut aussi citer Henry Miller, Le Seigneur des Anneaux, encore Orange Mécanique de Stanley Kubrick. On peut citer L'étranger de Camus, ou La Chute, ou encore En attendant Godot et la trilogie Molloy de Samuel Beckett. Voilà toutes des œuvres qui ont quand même un message moral. Ça peut être un message d'affaiblissement de nos convictions morales. Mais c'est un message moral. Qui prêche parfois le désespoir, mais c'est un message moral. D'autres estiment que ce message moral, justement, est là et ne doit pas être un message de désespoir, mais plutôt un message éducatif. Que l'art doit être éducateur. C'est le cas de la liste Schindler, par exemple. C'est le cas d'autres œuvres qui sont plutôt des œuvres d'édification. On reproche parfois à ces œuvres d'être moralisatrices, c'est-à-dire de prêcher une vérité morale simplificatrice plutôt que de se contenter de fouiller justement cette réalité humaine sous toutes ses facettes en laissant le public libre d'y puiser ce qui lui conviendra. Donc la 9e symphonie de Beethoven, par exemple, exprime l'attachement de l'auteur pour certaines valeurs. Ou encore, chez Tolstoï, la mort d'Ivan Ilitch exprime l'attachement de l'auteur pour des valeurs. La peste de Camus, d'une certaine manière, exprime aussi l'attachement de l'auteur pour certaines valeurs. Aujourd'hui, dans la situation de confinement dans laquelle nous sommes, on pourrait relire La peste de Camus, où Camus décrit la situation d'une ville où règne la peste. Cette ville est confinée, d'une certaine manière. Il décrit des personnages, un médecin notamment, qui est le témoin de certaines valeurs morales. Que penser de cela? Je ne sais pas ce que tu en penses, Xavier. Est-ce que
l'art a aussi un rôle éducatif ou un rôle politique? Est-ce que c'est le fourvoyer que de produire des œuvres d'édification? Pour moi, l'art peut avoir un peu tout à la fois et rien à la fois. Mhm. Il peut simplement être là pour égayer, voilà, on écoute une musique, ça rend joyeux ou exprime un... Elle peut être aussi le lieu de l'expression pour quelqu'un. On voit dans cette crise, beaucoup de personnes traversent cette crise d'isolement, de confinement, en faisant de l'art, en chantant sur le confinement, ou en exerçant un art pictural, ou en réfléchissant, en faisant de l'humour, qui est presque aussi des petites œuvres, des petits chefs-d'œuvre. Je pense à Pablo Andrés, il n'y a pas simplement du rire derrière, il y a une mise en scène, il y a même un message, bien souvent. On voit par exemple ces prêtres qui ont mis des photos de tous leurs paroissiens dans l'église. Ils ont, pour moi, fait une œuvre d'art à leur propre insu. Donc elle est... Sans doute que l'art fait partie aussi de notre mode d'expression. Et nous sommes tous... alors il y a des artistes professionnels, mais nous sommes tous à notre heure artistes. Le prêtre qui, à un moment donné, cisèle particulièrement son homélie, choisit ses mots. Donc l'homélie n'a pas simplement une portée exégétique, mais la personne parfois peut dire à la fin de la messe, c'était une belle homélie. Ouais, mais ça ne les a pas convertis. On peut trouver qu'un chant est beau, mais on ne se souvient plus des paroles, mais il a été beau. Ou alors... voilà, donc oui, il y a un peu toujours de... l'art nous habite, quoi. Il y a une sorte... Il exprime peut-être une gratuité. Oui. Même il pourrait avoir un but politique dans toute... il y a peut-être une chose qui pourrait unir les différents arts, même ceux qui sont provocateurs, et c'est une forme de gratuité. Ça aurait pu ne pas être, comme toute l'humanité. Peut-être que l'art nous rappelle aussi. Peut-être est quelque chose qui vient à contrer l'utilitarisme, par exemple. Donc c'est peut-être sa valeur en soi. De montrer qu'on n'est pas fait que pour l'utilitaire. Même les objets utilitaires, un bête vert, a du design, a une forme artistique presque, même s'il est épuré. Mais ne fût-ce que, par exemple, Apple a été un exemple fort où le design de leurs objets, il y a une sorte de prétention aussi, je ne vais pas dire artistique, mais en tout cas de vouloir... une sorte de perfection du design. Voilà, que ce soit agréable à voir, par exemple. Ils se sont toujours démarqués là-dedans, alors que ça n'apporte en soi à l'informatique même rien. Mais il y a tout un concept. On voit les masques s'imposent dans la mode, ils sont repris par la mode, les gens cherchent à exprimer quelque chose à travers leurs masques. On voit même qui font des masques avec une langue. Donc certainement que l'art a un rôle, joue un rôle dans notre vie, mais pluridimensionnel. Tu poses plusieurs questions, j'aimerais qu'on les approfondisse l'une après l'autre. Ce sont des questions qui sont dans ce que... Et aussi au niveau psychologique, l'art est super important pour traverser une épreuve. C'est ce qui se passe pour moi. Donc là, voilà, on va approfondir la question d'abord de ce rôle de l'art dans la société.
Puis on approfondira la question en lien avec l'utilitarisme, justement, du financement de la valeur marchande de l'art, les dangers que cela peut occasionner. Ce rôle de l'art dans la société, rôle d'éducation, rôle moral, rôle même psychologique de l'artiste, de l'œuvre d'art et de l'artiste, pose une autre question. Donc, mais les deux sont liés, hein, et c'est aussi lié. Si l'art a un rôle psychologique, etc., il faut aussi le financer. Et c'est la deuxième question que j'aimerais aborder, le financement de l'art, etc. La première question, le rôle moral de l'art, de l'artiste, et son rôle dans la société. Que penser dès lors de l'exemple que l'artiste doit donner dans sa propre vie? Hein, on a eu le cas de Polanski, qui est un réalisateur de talent, mais où il semble y avoir une sorte de dichotomie, de dissociation totale entre son œuvre et sa vie qui est scandaleuse, et son œuvre qui est remarquable. Jusqu'où l'artiste doit-il donner un exemple aussi? Jusqu'où peut-on tolérer qu'il donne un contre-exemple au nom de son art, de son génie? On va le primer, lui donner des prix, etc., alors que il donne un contre-exemple véritablement scandaleux dans la façon dont il vit. C'est une question qui est soulevée aussi dans le domaine de l'éthique de l'art. Jusqu'où doit-on permettre qu'un artiste donne un contre-exemple? C'est le cas de l'artiste. Hein, et cela rejoint une autre question liée à cette morale de l'autonomie. Dans le chef de la vie personnelle de l'artiste, ici on a eu des artistes qui, à une certaine époque, se sont considérés comme étant au-dessus de la morale, au-dessus de toute morale, et ont sacrifié leur famille, l'éducation de leurs enfants, au profit de leur art. Ils ont estimé que leur art était au-dessus de toute morale et qu'ils pouvaient donc abandonner leurs enfants pour pratiquer leur art. C'est le cas de Paul Gauguin, qui a abandonné sa famille et ses 5 enfants pour aller s'installer à Tahiti dans le but de pouvoir se consacrer à son art en toute liberté. Ce n'est pas le même cas que Polanski, hein, mais c'est un peu la même question. Jusqu'où est-ce que l'artiste peut se considérer comme étant au-dessus de la morale dans sa vie personnelle? D'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé avec Sœur Sourire. Hein, oui. Enfin, aussi, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais où la mère supérieure disait ici on est dans un couvent, avec la vocation première c'est de vivre la vie religieuse. Et puis évidemment, la mère supérieure a eu la main forcée. Et puis voilà, et puis la vie de Sœur Sourire a eu. Bon, c'est une histoire complexe, mais on voit bien qu'à un moment donné, il y avait un problème de compatibilité, quoi. Oui. Oui. Voilà, donc si on met en avant cet impératif de l'authenticité, de la créativité, qui semble être au cœur de l'éthique ou de la morale de l'art moderne, on peut aller jusque-là, abandonner ses propres enfants pour l'art. Ça peut être double tranchant. Il y en a qui diront il y a une authenticité et un manque d'authenticité en même temps. Mais c'est un peu la face négative de l'authenticité, dénoncée peut-être aussi par Charles Taylor. Un auteur comme Hans Jonas plaidera, lui, en faveur de l'engagement parental plutôt, contre
cet impératif d'authenticité un peu absolue de l'artiste. Mais certains enfants de tels artistes qui ont abandonné leurs enfants, au profit de leur art, et ça a été dépeint dans un film percutant de Manon Barbeau, les enfants du refus global, certains de ces enfants n'en veulent pas à leurs parents, mais respectent leur choix, et même parfois les remercient de leur avoir appris le sens de l'autonomie. Mais d'autres enfants en ont souffert. Autre question, autre cas lié à cette autonomie revendiquée par certains de l'artiste par rapport à la morale. L'artiste a-t-il le droit d'utiliser ses proches, des personnes vivantes, comme source d'inspiration? C'est le cas de Doubrovski. Serge Doubrovski, auteur, qui a écrit en décrivant sa vie, et notamment la vie de sa compagne, qui un jour a écrit un chapitre. Donc sa compagne était d'accord avec ce projet, qu'il écrive sa vie. Puis Doubrovski a terminé la rédaction d'un chapitre sur l'alcoolisme de sa femme, et intitulé Beuverie. Il a envoyé à sa femme. Ce chapitre l'a dépeigné sous un jour très sombre. Sa femme, Ilse, très fragile sur le plan psychologique, finalement s'est suicidée 2 semaines plus tard. Elle est mourue d'une surdose d'alcool dans des circonstances qui avaient des odeurs de suicide. Doubrovski, lui, il a terminé son roman en décrivant ce dernier épisode tragique de la vie de sa femme, comme c'était convenu avec elle, et il a publié son livre décrivant le suicide de sa femme. Est-ce que c'est moral? Faire ce genre de choses particulièrement ça met mal à l'aise. Sordides, ça met mal à l'aise. Cela ne contrevient-il pas au principe kantien du respect de la personne comme fin en soi, à la vertu de tact et de délicatesse? L'artiste a-t-il le droit d'aller jusque-là, d'utiliser ses proches comme source d'inspiration jusque dans la mort? Autre question liée à ce rapport entre la morale et l'art, l'œuvre d'art. Jusqu'où faut-il permettre la publication d'œuvres d'art immorales? C'est la question de la censure. Faut-il censurer certaines œuvres d'art? Des films violents ou irrévérencieux qui abîment la jeunesse. On a le cas de Stanley Kubrick, qui a exigé en 1973, se fondant sur ses propres droits d'auteur, que son film Orange Mécanique soit retiré définitivement des salles britanniques après 14 mois de projection ininterrompue. Cette interdiction a été levée au printemps 2000 parce que son film, remarquable sur le plan artistique, avait des effets pervers. Certains jeunes ont commis des actes répréhensibles, des viols, des meurtres, influencés par ce film. Parce que c'était comme dans le film. Voilà. Est-ce qu'il faut censurer ce genre de film? Les exemples sont nombreux. C'est un petit peu l'esprit des films d'enfants non admis. Là, on dit qu'il y a une limite. Qu'il y a une limite pour une certaine catégorie de personnes qui ne peut pas voir ces films-là. Est-ce que l'artiste a une liberté totale d'expression?
pour Baudelaire, hein, donc l'artiste a effectivement une liberté d'expression. L'artiste, pour Baudelaire, ne relève que de lui-même. Il ne promet au siècle à venir que ses propres œuvres, il ne cautionne que lui-même, il meurt sans enfant, il a été son roi, son prêtre et son Dieu. Et il peut se permettre à peu près tout. Mais est-ce vrai? Jusqu'où peut-on aller? Moi, je crois qu'aujourd'hui, au niveau moral, surtout ces 15 dernières années, on ne lit certainement plus les choses de la même manière. C'est ça qui crée des scandales avec Polanski. Oui. Où maintenant, je pense qu'avant, et notamment pas que dans le domaine de l'art, on était prêt à sacrifier la morale à cause d'une performance de quelqu'un. En se disant que sa performance valait le sacrifice moral, mais parfois jusque dans des histoires de pédophilie, quoi. Oui, donc il y a un film, aujourd'hui on est scandalisé, et c'est une bonne chose, mais sachez qu'à d'autres époques ce n'était pas le cas, hein. Donc le film Lolita d'Adrian Lyne, qui décrit la pédophilie et qui montre hein, des actes pédophiles. Voilà. Et donc je pense qu'aujourd'hui, les gens, il y a une sorte d'accord sociétal, en tout cas, peut-être pas partout sur la Terre, mais de plus en plus fort, sur que personne ne peut se soustraire à la justice, quitte même s'il a un talent exceptionnel. Voilà. Je regardais hier une émission à propos du sport, des entraîneurs qui ont abusé de centaines d'enfants, qui ont été couverts parce qu'ils rapportaient des médailles à la fédération, Voilà. qui étaient des entraîneurs hors pair, qui avaient une réputation fantastique, et Ouais. qui avaient le risque de mettre toute la fédération à mal. Et donc, mais pour ça, ils ont été carrément couverts, c'était connu. Ouais. Mais aujourd'hui, ça, c'est voilà. Enfin, c'est terminé, on l'espère. Enfin, en tout cas, c'est moins. ça ne fait plus autant de. Ça fait plus de vagues, quoi. Oui, ça fait plus de vagues. Et dans le domaine artistique aussi, les choses qui aujourd'hui choquent ne choquaient pas à d'autres époques. Le dernier festival de Cannes a quand même eu quelques rebondissements. Voilà. Ça a créé des vagues. Mais ça peut être d'autres domaines. Hein, donc, le blasphème, hein, peut-on véritablement blasphémer au nom de l'art? Hein, certains considèrent que oui, mais d'autres, plus religieux, sont vraiment choqués et n'acceptent pas cela. Hein. Donc, alors est-ce qu'on doit interdire ces œuvres d'art? Dans quelles limites? Est-ce que l'État doit intervenir? Certains États, certaines chaînes de production, certains gouverneurs interdisent ou bien refusent de subventionner encore certaines œuvres. Des groupes de pression interviennent pour empêcher la diffusion de certaines œuvres, parfois peut-être à raison, hein, aussi. Hein, je pense que des films comme Lolita, hein, qui prônent la pédophilie, qui montrent des actes pédophiles à l'écran, ne doivent pas être subventionnés. Je ne pense pas. Ça pose la question alors, autres questions, déjà abordé, hein, donc la question de la subvention par l'État, par les fonds publics de certaines productions artistiques. Hein, aujourd'hui, donc on trouve important de subventionner l'art, justement parce que voilà, ça apporte quelque chose que d'autres domaines n'apportent pas à la société, ou simplement pour que les artistes puissent s'exprimer. Faut-il subventionner l'art? Jusqu'où? Si on parle de subvention, on parle encore d'un contrôle, puisqu'on va choisir plutôt tel artiste ou tel autre artiste, et d'une certaine manière, l'État a pris le rôle des mécènes religieux et politiques du Moyen-Âge. Hein. Aujourd'hui, à certains égards. Hein. Pour nombre d'artistes, ils vivent, ils produisent parce qu'ils sont subventionnés aussi par l'État. Hein.
quel est le rôle de l'État, des pouvoirs financiers? Doivent-ils subventionner, ou bien l'art doit-il suivre aussi les désirs de ceux qui subventionnent? Peut-il devenir commercial, hein, pour plaire au public tout simplement, au point de perdre en valeur artistique, hein? C'est le cas de certains films produits à Hollywood, etc. On connaît des artistes qui tombent là-dedans. L'art commercial, qui souffre d'une certaine uniformisation, d'un manque de créativité. Ça va à l'encontre de cet impératif de créativité, d'authenticité, qui semble être au cœur de l'éthique de l'art moderne. Tout cela pose des questions, hein, donc, d'éthique de l'art. Hein? Tu parlais de l'utilitarisme tout à l'heure. Hein? À un certain moment, justement, ce qui est la beauté de l'art, c'est qu'il ne tombe pas dans la logique capitaliste, etc. Mais à un certain moment, il est financé aussi, et donc une certaine logique de ce qui plaît au public entre en jeu. Mais est-ce qu'on doit justement subventionner de l'art qui ne plaît pas au public pour aller contre cette logique et mettre des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros dans l'art d'avant-garde que personne ne comprend? Autant de questions d'éthique de l'art, on voit qu'elles sont nombreuses. Voilà, on ne va pas les aborder toutes, hein. On a déjà pas mal discuté, peut-être tu peux dire encore quelque chose sur ta propre expérience dans ce domaine de l'éthique de l'art. Encore une fois, nous ne faisons qu'ouvrir des portes, hein, dans les 5 domaines d'éthique appliquée qu'on a étudiés. On ne fait qu'ouvrir des portes, on n'aborde pas toutes les questions. Simplement, on montre aussi que les choses sont complexes. Voilà. Petite conclusion. Oui, tu peux nous donner une petite conclusion à partir de ta propre expérience d'artiste. En tout cas, peut-être une conclusion en forme d'ouverture, c'est qu'il ne faut pas que dès qu'on réduit, dès qu'on veut mettre la main sur l'art, quelque part on perd un peu on instrumentalise quelque part. Et en même temps, c'est pas un absolu, hein, l'art il doit rester un moyen au service de certaines choses, c'est un lieu d'expression aussi. Ce qu'on ne peut pas dire par des mots, on va le dire par l'art, ou l'art des mots. Donc c'est en soi, c'est vrai que je repose peut-être une nouvelle question en disant ça. Non, mais très bien, très bien. Il y a une œuvre d'art qui est terminée, qu'on regarde, elle reste œuvre d'art à partir du moment où elle est interprétée, elle est lue, par exemple en un tableau, ou une musique, elle reste une œuvre d'art à partir du moment où elle est écoutée, donc celui qui l'écoute aussi, ou celui qui la joue, vit quelque chose. Donc l'art en soi, s'il est détaché de la vie, de notre vie, n'est rien, quoi. Donc l'art est complètement dépendant, en tout cas de l'être humain, pour qui le fait et pour qui il est fait. Voilà. Ouais. Donc, il y a toujours ce rapport entre l'artiste et le public. Donc, voilà. ouais. Maintenant, on peut avoir quelqu'un qui est un artiste pour lui-même, quoi. Et qui fait des choses qui lui font du bien, c'est artistique, mais qui ne le partage pas. Ça, c'est encore une autre chose. C'est vrai qu'en soi, il y a une dimension de partage quand même dans l'art. Ouais, comme le disait Jean-Paul Sartre. De gratuité. Ouais.
Le jour, j'entendais un écrivain qui disait qu'une fois que son livre est terminé, est fini, il dit tout le travail, c'est d'en perdre le contrôle. Il dit, c'est pas moi qui le lis. Ouais. Et il y aura des réactions, et d'accepter les réactions qu'il y aura. Il sera accueilli, il ne sera pas accueilli. Il perd le contrôle. Donc, et puis chaque art, évidemment, a ses contraintes. Le morceau de musique, une fois qu'il est joué, c'est fini. Donc, par contre, un livre, c'est quelque chose de matériel, ça reste, mais il faut le lire. Ou une peinture, on la regarde, mais si on la range dans un grenier, voilà. Donc, il y a en tout cas un rapport étroit avec l'être humain. Oui, ouais, certainement. Oui. Et ben voilà, donc le parcours d'éthique appliquée se termine. Hein. Nous avons abordé 5 domaines contemporains, vu pas mal d'auteurs, voilà, de thématiques qui posent question, des thématiques d'actualité. On en parle régulièrement, hein, même au journal parlé, hein, le financement de la culture. Aujourd'hui, dans cette période de confinement où la culture va mal, donc on voit que ce sont des thématiques d'actualité, Polanski, d'autres, nécessité qu'on voit peut-être même d'interdire certaines productions artistiques jugées trop immorales. Voilà, ce sont des questions qui se posent. Et on voit que la philosophie morale est une branche de la philosophie particulièrement importante, car elle touche véritablement à la vie des gens, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Nous conclurons donc notre cours avec une petite réflexion, donc comme je l'ai promis la dernière fois, sur ce qu'est l'être humain et ce en quoi il est un peu différent tout de même des autres animaux. Et justement, ce que nous voyons aujourd'hui dans le domaine de l'art nous montre que l'être humain voilà, a des activités différentes des autres êtres vivants, activités qui posent justement des questions autres, et en particulier des questions morales qui ne se posent pas de la même manière certainement pour les autres animaux. Si nous n'étions pas des humains, nous ne ferions pas ce cours de philosophie morale et nous ne nous poserions pas la question, savoir pourquoi nous faisons de la morale. Mais nous approfondirons cette problématique dans une petite vidéo conclusive que je vous proposerai dans les jours à venir. Ça nous permettra de conclure sur ce qu'est justement la morale, puisque c'est le propre de l'être humain que d'en faire. Dieu lui-même, figurez-vous, n'en fait pas. Pas de la même manière, puisque pour lui tout est clair. Pour les anges aussi, mais pas pour nous, en tout cas pas pour moi. Voilà, bonne semaine à chacune et à chacun.